C'est l'une des merveilles de la Colombie. Une pierre précieuse dans son écrin, la Piedra del Peñol, avec à ses pieds le lac de Guatapé, un paradis pour amoureux. Rentamos uno de esos allá. Sería super cool. Jules et Juliana se sont offert une petite croisière pour fêter leur rencontre. Juliana est colombienne, elle a 21 ans. Jules, 24 ans, est français. Il est arrivé en 2015. Je suis parti avec ma meilleure amie au Mexique et j'avais prévu d'aller jusqu'en Argentine. Un voyage classique finalement, faire un an de voyage. Et je me suis retrouvé bloqué en Colombie. C'est-à-dire que je suis tombé amoureux du pays et après de la colombienne aussi. Voilà. Elles ont le feu. Elles sont intenses. Elles sont jolies, elles sont très jolies. Mais la Colombie n'est pas un pays comme les autres. La Colombie a une histoire à laquelle il est difficile d'échapper. Comme le prouve cet incroyable palais, dynamité dans les années 90, mais toujours debout. Ce fut une des maisons de Pablo Escobar. C'était complètement mégalo, c'est de l'opulence complète, ouais. Pablo Escobar, le chef du cartel de Medellín, a été tué par la police il y a 24 ans, mais il a laissé ses empreintes partout. Ici, il y avait lui, la maison de sa mère était à côté, les cousins, tous les socios. Donc ils contrôlaient tous la région finalement. Ça sent encore la poudre, la dynamite. Du coup, aujourd'hui, la maison a été transformée en terrain de paintball. Donc ici, voilà, exactement. Et avant, ils te font signer une petite décharge te disant si la maison s'écroule sur vous, bon, c'est pas de notre responsabilité, hein, vous avez voulu. Du coup, il y a encore des pans de murs qui tombent et tout. Depuis toujours, la Colombie est un pays de contrastes. Il y a 30 ans, c'était l'un des endroits les plus violents de la planète. Pablo Escobar avait déclaré la guerre à l'État pour empêcher son extradition aux États-Unis. Attentats, assassinats, des milliers de victimes. Les cartels de la drogue ont été démantelés dans les années 90, mais la violence n'a pas cessé. Pendant 50 ans, les FARC, guérilla communistes, ont mis le pays à feu et à sang. 200 000 morts, des centaines d'otages, dont Ingrid Betancourt. L'année dernière, les guérilleros ont déposé les armes. La Colombie s'est assagie. Elle est en train de devenir la destination touristique à la mode. Il faut dire qu'elle a des atouts. On a ce climat 365 jours par an. Nous, les Colombiens, on a le sang latin. On adore faire la fête. Nous avons rencontré 2 jeunes Européens tombés amoureux du pays. Jules, le DJ français qui monte. Christophe, belge, qui a créé son entreprise. Gracias. Ce qui l'a séduit ici, c'est qu'il est très facile d'y faire des affaires. Ici, on est vite riche, hein. C'est en milliers de pesos. Mais la Colombie a-t-elle vraiment changé? Elle est toujours le premier pays producteur de cocaïne au monde. C'est de la en Christ. Nous avons pu entrer dans les prisons. Nous y avons rencontré une mule, l'un de ces jeunes occidentaux qui se font arrêter car ils ont transporté, parfois même ingéré de la cocaïne. Dans le fond de mon sac, il y avait un demi-kilo de cocaïne. Pour comprendre l'organisation du narcotrafic, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui ont remplacé les anciens cartels. Là, maintenant, il est chargé. Les flingues, c'est les patrons qui nous les donnent pour contrôler notre territoire. Mais tous les anciens parrains n'ont pas disparu. Nous avons retrouvé 2 survivants, et pas des moindres. Popeye, bras armé d'Escobar, 250 crimes, 23 ans de prison. Aujourd'hui vedette d'une série télé. C'est comme ça que je tuais. Et Roberto, le propre frère d'Escobar. Aujourd'hui, vous savez, Pablo Escobar rapporte plus d'argent mort que vivant. Il a monté un business incroyable, le narcotour, sur les traces d'Escobar. Mais nous avons trouvé encore plus fou.
un voyagiste propose désormais de déjeuner avec les anciennes FARC dans la jungle pour 250 €. De Carthagène à Medellín, voyage au cœur de l'un des pays les plus étonnants au monde, où l'on peut même croiser des hippopotames apprivoisés. Vue du ciel, on dirait Miami. Pourtant, on est à 2 heures de vol de la Floride. Voici Carthagène des Indes, la perle des Caraïbes. Carthagène accueille plus de 2 millions de touristes par an. Dans la vieille ville, Jules, le jeune Français, est venu passer quelques jours de vacances avec sa cousine Marion et Pierre, son meilleur ami. C'est la première fois qu'il visite la Colombie. Moi, je suis venu le voir, donc un petit mois en Colombie. Et là, il nous reste une semaine, on profite de la côte. C'est assez génial. Voilà. Señor, por favor, el Santa Clara, ¿dónde está? Sí. Mano izquierda. Aujourd'hui, Jules fait découvrir à ses amis le plus beau bâtiment de Carthagène. Le fameux Santa Clara, le fleuron des hôtels de Carthagène. Le Santa Clara, un ancien couvent du XVIe siècle, habité autrefois par des nonnes. À l'intérieur, c'est très joli. Et quand tu y es rentré, c'était pour la vie. Il y a longtemps que les religieuses ont déserté les murs. L'ancien couvent est devenu un hôtel de luxe pour touristes fortunés. 160 chambres, une vingtaine de suites. La plus belle, c'est la Botero, du nom du peintre-sculpteur mondialement connu. Ici, tout a été choisi par le maestro ou sa famille, jusqu'au livre de la bibliothèque. La Botero a été classée parmi les 100 plus belles suites au monde. Elle vaut 2 500 € la nuit. On vérifie toujours tous les détails. Il faut que tout soit impeccable et bien agencé. Pour la bonne société colombienne, le top du chic, c'est de se marier au Santa Clara. L'hôtel organise pas moins de 70 cérémonies chaque année. Des mariages de luxe avec feux d'artifice sur la mer des Caraïbes. À Carthagène, c'est quand le soleil se couche que la ville s'éveille. Sur la place San Diego, un groupe de mapalé, la danse traditionnelle de Carthagène. À quelques mètres de là, Jules et ses amis ont trouvé un endroit pour faire la fête, l'un des lieux les plus hype de la ville. Le restaurant de Juan del Mar. Ce soir, c'est lui qui prend le micro. Juan del Mar, figure de la jet-set locale, a été rebaptisé par la presse Don Juan del Mar. Merci Juan. Muchas gracias por la verdad, estaba increíble. En Francia siempre 2 veces. Muchas gracias. Usted sabe por él. Il y a de plus en plus de Français qui viennent dans mon restaurant. Les Français sont les bienvenus. Ce sont des gens que j'aime beaucoup. Ils ont le goût des belles choses. Ils aiment bien manger. Les Français sont très sympas. En Colombie, on peut très vite passer d'un monde à l'autre. Au beau milieu du paradis des touristes, à 50 mètres à peine du Santa Clara, l'hôtel de luxe, ce bâtiment gris délabré, la prison pour femmes de Carthagène. Il est très rare qu'elle ouvre ses portes.
Ce matin, c'est le jour de visite des familles. Il y a là des voleuses, des meurtrières, des trafiquantes de drogue, toutes mélangées dans une grande promiscuité. Au milieu de cette cour des miracles, un sourire sous des cheveux blonds. Celui de Katrina, 26 ans, la seule Européenne incarcérée ici. Dans cette prison, en ce moment, je pense qu'on est presque 120. On partage toutes la même salle de bain. Katrina a été arrêtée avec un demi-kilo de dans son sac. C'est ce que l'on appelle une mule, une petite main du narcotrafic. Depuis 6 mois, elle vit dans cette cellule d'à peine 10 mètres carrés. On vit ici à 13. Ça, c'est mon lit, celui qui est en haut. C'est vraiment dur la nuit quand on est toutes dans la cellule pendant 11 heures. Ils ferment la porte à 7 heures du soir et ils la rouvrent à 6 heures du matin. C'est comment la vie ici? C'est bien, c'est bien. Enfin non, c'est affreux. Je suis en prison, quoi. Venez, on va dehors. Ça, c'est notre cour. Les filles passent les 3/4 de leur temps là, assises à l'ombre. À première vue ici, tout a l'air tranquille. En fait, la surpopulation crée d'énormes tensions. C'est de pire en pire ici. Ouais, un jour, il va y avoir un malheur entre les détenus. Vous vous sentez en sécurité? Je me sens en sécurité avec les filles de ma cellule, parce que personne ne vole, ne se drogue et personne ne se bat. Et c'est le cas dans les autres cellules? Oui. Ce matin, justement, il y a eu une bagarre. 2 femmes sont au mitard. Elle a essayé de voler la drogue de ma copine. Elle est punie, elle est au mitard. Vous restez 5 jours? Oui, on est enfermés. Vous êtes 2 ici? Ouais. On va rester enfermés là-dedans 5 jours. Vous sentez comme ça pue? Dans son malheur, Katrina la Danoise a eu un peu de chance. Depuis 2 ans, l'administration de la détention a lancé un projet original, presque unique au monde. Elle a ouvert un restaurant à l'intérieur de la prison. Seuls les détenus modèles ont le droit d'y travailler. Elles sont 7 en cuisine. Katrina est au service. Moi, je suis là tous les soirs. Certaines filles ne viennent pas tous les jours, mais moi, je veux pas. Parce que c'est beaucoup mieux pour moi d'être ici que d'être en cellule. C'est une bonne idée, ce restaurant? Oui, c'est une très bonne idée. Regardez les filles qui sont en cuisine. Ça leur donne une idée de ce qu'elles sont capables de faire quand elles sortiront de prison. Moi, je me sens heureuse quand je vais travailler. Je communique avec les gens qui viennent, je parle. Tais-toi, arrête de rigoler. Dites-moi, j'ai l'impression que vous riez beaucoup, non? Oui, et encore plus avec ce beau gosse là, ce beau cuisinier. Juste avant de nous quitter, Katrina, en confiance, nous glisse qu'elle est là à cause de son petit ami. Elle était en vacances avec lui à Carthagène. C'est en repartant qu'elle a eu un problème. Il m'a laissée à l'aéroport le dernier jour. Et je ne savais pas, mais dans le fond de mon sac et dans les tubes de la poignée, il y avait un demi-kilo de... J'ai enregistré mon bagage et quand je suis montée dans l'avion, 3 policiers m'attendaient. Comme Katrina, plus de 800 touristes étrangers sont incarcérés en Colombie pour trafic de drogue. Sans le savoir, ils travaillent peut-être pour l'un des nouveaux cartels de Medellín.
Medellín, berceau du narcotrafic. C'est ici que tout a commencé il y a bien longtemps. Pablo Escobar est mort, mais son ombre plane toujours sur la ville. Les t-shirts à son effigie ne se cachent pas. Au contraire, ce sont eux qui se vendent le mieux. Dans le centre, on peut même croiser l'un de ses lieutenants, l'un des plus sanguinaires. Vous êtes bien Popeye? John Jairo Velázquez Vázquez, 55 ans, alias Popeye. Une petite photo avec toi, bébé? Viens par là, poupée. C'est moi qui paye la chambre. Alias le général de la mafia. Il est rare qu'il se promène ainsi tout seul en ville. S'il le fait, c'est pour bien nous montrer qu'ici, c'est lui la vedette. Cet homme qui semble si populaire a pourtant été l'un des tueurs au service de Pablo Escobar. Il a avoué devant la justice 250 assassinats. Après 23 ans de prison, il est en liberté conditionnelle et on se bouscule pour se faire prendre en photo avec lui. Mais respect, monsieur Popeye. Mais à Medellín, tout le monde ne réagit pas ainsi. La popularité de Popeye choque. On n'aura jamais dû le libérer. Des délinquants. On est gouverné par des délinquants. Il n'y a pas de justice, parce qu'ici, les politiques, ils sont complices de la mafia. Les politiques, ils se partagent le gâteau avec la mafia. Popeye, lui, justifie sans problème ses exactions. Ici, il y a eu beaucoup de bombes. Il y avait la guerre. La guerre, c'est la guerre. À Medellín, la guerre était menée par les soldats d'Escobar, les tueurs à gages, les sicarios, 3000 hommes. Popeye était leur chef, et c'était l'un des pires. Vous étiez payé combien pour tuer un policier, par exemple? Le cartel de Medellín et Pablo Escobar payaient $1000 pour chaque policier tué. On en a tué 540 et blessé plus de 800. Il pouvait être payé jusqu'à $12 000 pour assassiner un homme politique ou un juge. Si Popeye est aussi célèbre aujourd'hui, c'est parce qu'il est devenu un héros de télévision. Il y avait déjà Narcos, succès planétaire sur les aventures de Pablo Escobar. Pablo was never more dangerous than when you almost have him. Désormais, Popeye lui aussi a sa série. Cet acteur s'appelle Juan Pablo Rey, c'est un grand acteur. Il est resté avec moi 15 jours pour s'imprégner de mon personnage. Il a compris qui j'étais. Ça, c'est le début des combats. C'est comme ça qu'on se battait avec la police. C'est comme ça que je tuais. C'est vous? Oui, c'est moi. Sous prétexte qu'il a déjà été condamné, Popeye raconte sans aucune gêne des crimes horribles commis de sang-froid. Et là, qu'est-ce que vous faites? Là, je suis en train de tuer le procureur de la République. C'est vous qui l'avez tué? Oui, d'une balle en pleine tête. Regarde, là, j'arrive à la prison de la Modelo. La Modelo, l'une des prisons les plus violentes au monde. En 2003, en exclusivité, la Modelo nous avait ouvert ses portes. Popeye était incarcéré depuis 10 ans. Ce jour-là, nous avions assisté à une scène sidérante. Une fusillade venait d'éclater en détention, 12 heures d'échange de tirs, 25 morts. Sortez, sortez! Des hommes avaient essayé de tuer Popeye, d'autres l'avaient protégé. Il faut dire que dans cette prison, les voyous faisaient la loi, plutôt lourdement armés. Caïd parmi les caïds, Popeye avait accepté de répondre à nos questions depuis sa cellule du quartier de haute sécurité. On m'accuse d'être le chef de la branche terroriste du cartel de Medellín, d'avoir kidnappé l'actuel président de la République lorsqu'il était candidat à la mairie de Bogota.
d'avoir assassiné le procureur général de la République. On m'accuse aussi de terrorisme, d'homicide et d'autres délits encore. Pour tous ces crimes, Popeye n'a fait que 23 ans de prison. Il a négocié une réduction de peine en échange de révélations sur l'entourage d'Escobar. Depuis, sa tête est mise à prix par les anciens narcos. Popeye est sorti de prison il y a 3 ans. Il est revenu vivre à Medellín. Aujourd'hui, il ne peut avoir ni assurance, ni compte en banque. Personne ne veut de lui comme client. Pourtant, il affirme être désormais un repenti, même si on a souvent du mal à le croire. Ici, c'est le cimetière de Monte Sacro où le patron a été enterré il y a 23 ans. Vous l'appelez toujours le patron? Oui. Par respect, parce que ça sera toujours mon patron. Nous, on était ses employés. Bonjour, comment ça va? La tombe d'Escobar est régulièrement fleurie. Popeye, lui, vient là 2 ou 3 fois par mois. Salut les gars, comment ça va? À chaque fois, il croise des touristes. Ils viennent là du monde entier. Lorsque Popeye est là, il y a toujours 1 ou 2 gardes du corps pas loin, comme cet homme au blouson noir à gauche. Ces hommes sont d'anciens criminels reconvertis. Vous êtes armé, non? Ouais, c'est mon calibre. C'est un 38. Désormais, il garde le cimetière. Et surtout la tombe de Pablo Escobar. Bonne chance, à bientôt. Popeye ne reste jamais longtemps sur place. Question de sécurité. Ce sont vos gardes du corps? Oui, ils m'escortent et ils assurent la sécurité du cimetière. Ce qu'ils veulent quand je viens ici, c'est qu'il ne m'arrive rien. Ils font ça par gentillesse. Ce sont mes amis. Merci les gars, à bientôt. Que Dieu vous le rende. Là, ils arrêtent de nous suivre. À partir de maintenant, on est seuls. Popeye, vous êtes menacé aujourd'hui? Medellín est une ville dangereuse. Ça peut venir de n'importe quelle moto, où 3-4 mecs peuvent descendre d'une voiture et nous cribler de balles. Vous avez peur des tueurs à gages? J'ai pas peur, je sais comment ça se passe. J'ai tellement suivi de gens pour les tuer que j'anticipe. Pas de routine, jamais les mêmes chemins. Popeye n'a pas de maison. Il change de planque tous les 15 jours. Ne roule jamais dans la même voiture. Mes amis d'hier sont mes ennemis d'aujourd'hui. Mes ennemis, c'est la famille du patron. Son fils est un couard. Il a même changé de nom. Juan Pablo Escobar, il se fait appeler maintenant Sebastián Marroquín. Roberto Escobar, son frère, c'est aussi mon ennemi. Roberto Escobar, le frère aîné, l'ancien comptable du cartel de Medellín, toujours en vie et en liberté. Si Popeye et Roberto ne s'aiment pas, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont des cadavres dans les placards, c'est aussi parce qu'ils sont concurrents. Tous deux font de l'argent sur l'image d'Escobar. Ils font ce que l'on appelle un narcotour. Les touristes payent 100 € pour passer quelques heures avec Popeye, notamment sur la tombe d'Escobar. 50 € pour visiter la maison de Roberto, cette villa sur les hauteurs, qui serait aussi la dernière planque d'Escobar. Pour quelques pesos de plus, on peut même y aller avec un chauffeur. Salut mec, comment ça va? Je viens pour le tour. Ici, dans cette hacienda, on rentre pas comme on veut. Il faut appeler, prévenir. Ils font très attention parce que entre nous, beaucoup de gens veulent tuer Roberto Escobar. Qui, par exemple?
Ah là, ma petite mère, je ne dis plus rien. Il est où, Roberto? Il est dans la maison et c'est toujours lui qui finit la visite. Pour lui, c'est pas facile d'accueillir les touristes parce qu'il est aveugle. Allez, on va voir. En descendant de la voiture, le chauffeur nous demande d'arrêter de filmer. Roberto ne veut pas rencontrer de journalistes. Nous continuons en caméra cachée. Le frère de Pablo Escobar a aujourd'hui 90 ans. Il a passé 11 ans en prison. Un jour, dans sa cellule, il a reçu une lettre piégée. Elle l'a rendu à moitié sourd et totalement aveugle. Aujourd'hui, Roberto a beaucoup d'anecdotes à raconter sur sa vie avec Pablo Escobar, comme l'histoire de cette voiture criblée d'impacts de balles. C'est un pick-up blindé. Les balles ne peuvent pas entrer dans l'habitacle. Les 4 roues aussi sont anti-balles. Et moi, j'ai fait installer un système qui récupère les gaz d'échappement de la voiture pour faire une barrière de fumée quand on est poursuivi par la police. Comme ça, on peut aveugler les voitures qui nous poursuivent. Un employé continue la visite. Un peu plus loin, il nous montre cette cache, aménagée à même le mur. Il y a même encore les bouteilles d'oxygène pour survivre. Un dernier souvenir. Pablo, il était assis ici, la veille de sa mort. La visite dure 1 heure et se termine invariablement par la photo avec Roberto devant l'avis de recherche sur lequel il figure à côté de son frère. Il en est très fier. En nous raccompagnant, Roberto Escobar nous confie qu'en 5 ans, il a reçu ici pas moins de 50 000 touristes. Aujourd'hui, vous savez, Pablo Escobar rapporte plus d'argent mort que vivant. Ici et dans le monde entier. À 50 € par personne, Roberto Escobar a donc gagné pas moins de 2,5 millions d'euros. Tout en espèces, une petite fortune. Le maire de Medellín aimerait bien mettre un terme à ce business. Le problème, c'est que Roberto Escobar est ici chez lui. Il affirme qu'il a le droit d'y faire ce qu'il veut. À bientôt. Profitez bien de ce beau pays. Vous êtes ici chez vous. Les narcotours. Un juteux business. Et pour gagner encore plus d'argent, une agence de voyage a eu une idée incroyable. Nous sommes parmi les premiers touristes à l'expérimenter. Un homme nous a donné rendez-vous à 5 h du matin dans un hôtel du centre-ville. Il nous a demandé d'apporter de quoi se nourrir, mais aussi des sacs de couchage et des bottes. Il s'appelle Darius. Hola, Darius. Il est lituanien et agent de voyage. Il nous propose de visiter un camp des FARC. On va où là, Darius? Où est-ce qu'on va? Je ne peux pas vous le dire exactement. On va vers le nord. Seule condition, ne pas être journaliste. Nous nous faisons passer pour des touristes franco-colombiens qui veulent rapporter une petite vidéo souvenir. Nous allons rouler pendant 6 heures en direction du nord. Avant, cette route était infréquentable. Les voyageurs couraient le risque de tomber sur un barrage des FARC et de se faire enlever. Il y a 1 an, la guérilla a entamé un processus de paix. Aujourd'hui, une partie des anciennes FARC vit dans des camps. C'est là que Darius nous emmène. C'est quoi le front où on va? C'est le front 57. La guérilla veut montrer à tous les Colombiens et aux gens du monde entier ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils ne sont plus dangereux. La veille de notre voyage, 2 journalistes norvégiens ont été enlevés par une autre guérilla. Nous sommes inquiets.
En arrivant au camp, nous sommes priés d'éteindre notre caméscope. Voici à quoi ressemblait le front 57, quelques mois avant la signature des accords de paix. 150 guérilleros. L'un des fronts les plus actifs. Parmi eux, une Française, Nathalie Mistral, dans les FARC depuis 14 ans. C'est mon arbre de notation. C'est elle qui nous accueille aujourd'hui. Hola Nathalie. Désormais, nous tournons en caméra cachée. Depuis quelques mois, les ex-FARC ont rendu les armes et tombé l'uniforme. On a des petites choses à manger, on vous prépare ça. Pendant le déjeuner, Nathalie Mistral nous explique la raison de son engagement. J'ai cherché la guérilla de la FARC comme une possibilité réelle d'accéder à un changement de société. Et ici, je suis restée et j'ai fait ma vie. Aujourd'hui, Nathalie n'a plus trop l'occasion de parler français. Elle préfère continuer en espagnol. La première fois que je suis arrivée dans un campement des FARC, j'imaginais ça comme la guérilla du Tché, avec des gens barbus, sales. En fait, tout le monde était bien coiffé, rasé de près, comme à l'armée. Quand les hélicos et les avions de l'armée venaient nous bombarder, on partait tous en courant se cacher. C'était une vie complètement paranoïaque. Nathalie a gardé une certaine nostalgie de cette vie de combat, de la révolution qu'elle n'a pas pu faire. Aujourd'hui, avec les autres anciens guérilleros, elle essaie de réapprendre à vivre normalement. À la fin du repas, dans la cuisine improvisée au milieu de la jungle, nous croisons un jeune blessé de guerre. Il s'appelle William. Il a perdu ses 2 mains dans l'explosion d'une bombe qu'il était en train de fabriquer. Le lendemain, les anciens guérilleros nous autorisent à filmer quelques images pour amener des souvenirs. Nous retrouvons William. Ce matin, il tient le journal de bord. Depuis qu'elles ont signé la paix, les FARC ont tout à faire. Elles doivent se réinsérer dans la société. Elles laissent tomber la clandestinité et la vie sous la tente. Désormais, elles vont habiter dans ces préfabriqués. Là, on est en train de construire un lieu de loisirs, c'est une bibliothèque. On commence à s'organiser. Et ici, on a un espace pour travailler ou se distraire. Les FARC ont besoin d'argent. Pour 2 jours de visite dans leur nouveau camp, elles nous ont demandé 500 €, une grosse somme, 2 fois le salaire moyen ici. Et comme toujours, nous avons dû payer en espèces. Il y a encore quelques mois, personne n'aurait imaginé qu'on pourrait un jour discuter tranquillement, en pleine jungle, avec les FARC. La Colombie a bien changé. Il n'y a pas si longtemps, il pouvait être dangereux de se promener dans les rues de Medellín. Aujourd'hui, l'ancien fief de Pablo Escobar est une ville moderne, l'une des plus branchées d'Amérique latine. Des touristes du monde entier, des dizaines de bars et de boîtes. Voici le palais égyptien, temple de l'underground. C'est Jules qui nous a donné l'adresse. Jules Lecoq, notre jeune Français arrivé il y a à peine 2 ans en Colombie, s'est déjà fait un nom. Ici, il s'appelle Cockman. Et à Medellín, c'est le DJ qui monte. J'ai toujours joué un peu de mon côté. Et en fait, en arrivant en Colombie, les gens te mettent un peu les clés en main et du coup, te proposent de jouer dans des endroits et de fil en aiguille. Ça, c'est devenu un peu sérieux. Et là, ça commence à avoir la gueule, c'est bien. Ce soir, la drogue ne se cache pas, comme souvent à Medellín.
Pour trouver de la cocaïne en ville, pas besoin de chercher longtemps. Sur le trottoir, nous croisons 2 touristes français. Ça va? Ouais, ça va? Ça va, on va ou pas? En fait, on est sorti de l'aéroport. Ouais, vous faites quoi là? Bah là, on prend un peu de... Mais du coup, si tu veux, elle est bonne ou quoi? Bah si, elle est vraiment pas mal. Ah ouais? Combien? Tout en nous parlant, le jeune homme de gauche se tourne à peine et prend un rail de en pleine rue. Mais ça coûte combien? C'est 25 là? 25 000 pesos, c'est-à-dire 8 €. Les 2 Français ont accepté de nous donner le numéro de leur dealer. Nous avons rendez-vous avec lui. En fait, le dealer est un taxi. Comme d'autres, il alimente un business discret, totalement illégal et pourtant florissant, que l'on appelle narcotourisme. En moyenne, un sachet de comme celui-ci rapporte à un chauffeur de taxi 2 fois plus qu'une course normale. Nous avons détruit ce sachet de cocaïne. Pour se ravitailler, les taxi dealers n'ont pas à aller très loin. Notre chauffeur nous a confié qu'il se fournissait dans un quartier tout à côté. Un endroit réservé aux initiés. La seule façon d'y entrer, c'est de se faire passer une fois encore pour un consommateur. En caméra cachée, nous allons découvrir en plein centre de Medellín un hypermarché de la drogue à ciel ouvert. Lorsque nous arrivons au premier point de vente, nous devons faire la queue. Une dizaine de clients sont déjà là. Ici, on achète des drogues dures, très dangereuses, sans se cacher, en pleine rue, comme au marché. Les prix défient toute concurrence, car on est chez des grossistes. Installé sur sa chaise, au milieu du carrefour, un guetteur. Ici, on les appelle les mouches. Aucun policier à l'horizon. Les points de vente succèdent aux points de vente. Les dealers, reconnaissables à leur ceinture banane, proposent de l'herbe, ou des acides. L'un de ces vendeurs de rue a accepté de nous rencontrer. Lorsque nous arrivons, il est en train de compter la recette de la journée. 100, 200, 300. Voici son patron, une vingtaine d'années à peine. Il vient de recevoir une grosse livraison d'herbe. Ça, c'est 500 grammes de ça vaut moins de 100 €. Vous gagnez combien avec? Au moins le double. Ça part très vite. En moins d'une journée. Les dealers doivent conditionner la Pour cela, ils ont trouvé un appareil bien pratique, un mixeur. Normalement, il sert à faire les soupes. Là, il permet de réduire les feuilles de en poudre. Mon employé est en train de faire des joints pour la vente. 1 € le joint. Ici, c'est le royaume de la drogue. C'est comme ça qu'on nourrit nos familles. On fait 600 € par jour de bénéf. Avec la on gagne 3 fois plus. Parce qu'on vend au gramme. Et pourquoi vous avez un pistolet? C'est un 9 mm. On travaille avec tous les jours. Ça, c'est les munitions. Là, maintenant, il est chargé.
Les flingues, c'est les patrons qui nous les donnent pour contrôler notre territoire. Ces hommes appartiennent à une organisation hiérarchisée, très puissante, mais surtout discrète, à tel point qu'ici, personne n'ose prononcer son nom. On peut dire que c'est la fameuse officine Envigado qui contrôle ce quartier? Non. Vous ne pouvez pas le dire? Non, je ne peux pas te le dire. C'est compliqué? Non. Mais ce sont eux. On ne parle pas de ça. Et qu'est-ce que vous pensez d'Escobar? C'est le patron de Medellín. Comment ça? C'est notre patron à tous. C'est un exemple? Oui. Pourquoi? Parce qu'il savait faire beaucoup d'argent. Et maintenant, c'est notre tour. Le narcotrafic, c'est l'héritage qu'il nous a laissé. Aujourd'hui pourtant, 25 ans après la mort de Pablo Escobar, les cartels n'ont jamais été aussi puissants. La Colombie produit 40 fois plus de cocaïne qu'à l'époque. 866 tonnes en 2016. Nous avons voulu savoir pourquoi. Alors, nous sommes revenus voir Popeye. Il nous a emmenés dans un quartier populaire, l'une de ces comunas, comme on les appelle ici, où se cachent les hommes à la solde de la mafia. Salut, ça va? Salut, bandit. Non, eux, tu les filmes pas. Salut, le monstre. Ça pue l'herbe ici. Vous êtes bien installé ici, dans cette nouvelle planque. Non, toi, tu filmes pas, s'il te plaît. Si la production de drogue a augmenté, c'est parce que les consommateurs de cocaïne sont beaucoup plus nombreux. Les trafiquants aussi. La différence, selon Popeye, c'est qu'aujourd'hui, ils s'arrangent entre eux et qu'ils ont compris qu'il valait mieux vivre caché. Pourquoi vous fermez cette porte? Pour notre sécurité. Ça bloque les flics en cas de descente. Qui contrôle le narcotrafic aujourd'hui, les cartels? Maintenant, il y a une constellation de cartels. Il n'y a plus de guerre de territoire, il n'y a plus de violence. Les cartels ont conclu un pacte de non-agression. Les parrains sont discrets. Ça a changé. Ils ont compris une chose, pour faire du business, on ne travaille pas dans la violence. Si on veut faire du trafic de cocaïne, il faut arrêter la violence. La violence ne s'est pas arrêtée, mais elle a considérablement baissé. Par rapport aux années 90, le taux d'homicide à Medellín a été divisé par 15. Les comunas, les quartiers populaires, ont été désenclavés grâce aux transports publics comme le tramway ou encore ce téléphérique urbain qu'on appelle métrocable. En 20 ans, Medellín est devenue une cité dynamique qui attire des entrepreneurs du monde entier. Il faut dire qu'il n'y a rien de plus simple que de créer son entreprise en Colombie. Christophe et Pierre, belges, la trentaine, en ont fait l'expérience. Ça, c'est du piment habanero, ceux qui viennent du Mexique les plus piquants au monde. Ils sont partis d'une observation. En Colombie, les fast-foods de qualité sont rares. Alors ils se sont dit qu'il y avait peut-être un marché à prendre. En décembre, ils ont ouvert une sandwicherie. Anna, voilà, je vous présente un peu l'équipe. Donc on a David et Anna qui sont aux cuisines. Du bon pain français et des produits frais. Voilà pour la recette. Le reste, c'est de la débrouille. Christophe et Pierre ont commencé à fabriquer les sandwichs à la maison et à les vendre dans la rue. Désormais, ils livrent même à domicile. Tenemos bastantes pedidos. Yo creo que puedes hacer uno más, pero hágalo porfa sin cebolla. Aujourd'hui, ils ont un local,
2 employés et ils ont triplé leur chiffre d'affaires en quelques mois. Ouais, c'est les commandes. Mais là, aujourd'hui, on en a particulièrement beaucoup, donc on est un peu... c'est bien, c'est bon signe. Quand ils se sont installés, Christophe et Pierre n'ont vu ni commission de sécurité, ni comité d'hygiène. Et pour avoir l'autorisation de vendre leurs sandwichs dans ce bâtiment, qui est l'une des plus grosses administrations de la ville, ils n'ont signé aucun contrat. En Colombie, tout est plus facile. C'est parti, là, je sens que ça va être un bon jour. Voilà. Les 2 associés vont continuer leur ascension. Christophe est en train de racheter une auberge de jeunesse à Medellín. Il n'est jamais en retard d'une idée. Et pour garder la forme, il a un secret. Il nous a donné rendez-vous un soir dans un village, sur les hauteurs de Medellín. Un endroit où il se livre parfois à une expérience étrange, qu'il a décidé de faire partager à sa femme. Christophe et Lina vont se faire administrer un venin de grenouille. On appelle cela le cambo. C'est un rituel chamanique. Avant de commencer, ils doivent ingurgiter 2,5 litres d'eau chacun. On est censé vomir, donc ça va faciliter en fait, le fait de vomir. Donc vomir en gros, tout le mal qu'on a en nous. Le chaman, Andrea, est italien. Son business marche bien. Il a des centaines de clients en Colombie. On va monter un hôtel avec une nappe, quelques instruments de musique. On a aussi un tambour. Et ça, c'est une grenouille. La grenouille du cambo. La Philomedus bicolore. C'est la grenouille dont on extrait le venin. Et ça, c'est le médicament, le cambo. Le fameux cambo. Le cambo est légal, mais appliqué sans précaution, ce venin de grenouille est dangereux. Il y a déjà eu des morts. Tout le monde ne peut pas prendre du cambo. Tu peux avoir des problèmes, parce que certaines personnes réagissent très fortement, avec des convulsions par exemple. Mais ici, on a tout pour contrôler les patients. On a tout le matériel. En guise de préliminaire, petite projection de râpé, mélange de tabac et de plantes médicinales. Ça, c'est le râpé de la communauté Kachinawa du Brésil. C'est simplement pour purifier tes sentiments, t'aider à faire le vide à l'intérieur. Tu vas tout évacuer, tout ce qui te préoccupe. Avec le râpé, instantanément, tu redeviens vierge. Le seul problème, c'est que ça fait très mal. Tranquille, tranquille. Je prépare le venin de cambo. Avec un peu de ma salive pour activer le venin, la substance devient plus gélatineuse. Tu laisses simplement le venin parcourir doucement tout ton corps. Le chaman brûle la peau superficiellement. Il suffit ensuite de déposer le venin pour le faire pénétrer. Jusqu'ici, tout va bien. Et là, je sens que ça brûle aussi. Petit à petit, que le venin est en train de rentrer. Jusqu'à sentir une sorte d'étouffement. Pendant quelques secondes, tu as l'impression que tu vas crever. Hein. Tu n'arrives plus à respirer. Tu as une chaleur de fou qui t'envahit le corps. Comme si tu avais plein de fourmis. C'est chaud. Mais après, là, je commence déjà à sentir un soulagement, un bien-être.
au final, quand tu sais ce que ça t'apporte après, je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Christophe et Lina ont payé 80 000 pesos, environ 25 € pour deux. Une belle expérience. Christophe assure que ces séances lui permettraient d'améliorer sensiblement ses performances au travail. À la fin de notre tournage, Popeye a voulu nous raconter une dernière histoire. Elle se passe à El Doradal, à 3 heures de route de Medellín. Dans ce village, parfois, les habitants ont de drôles d'hallucinations. Ce ne sont pas des éléphants roses qu'ils voient, mais des hippopotames d'Afrique. La preuve, sur ces panneaux, il est même écrit « Danger, hippopotame ». Vers 4 heures du matin, il se promenait juste là. Et à 7 heures du soir seulement, il est reparti, en passant par les rues du village et même l'autoroute. Un soir, quelqu'un en a même filmé un au beau milieu du village. C'est notre mascotte. Et ils sont pas agressifs avec les gens? Non. Ce sont des animaux tranquilles. Si tu ne vas pas les déranger, ils ne t'embêteront pas. Ils ne sont pas agressifs. Comment l'hippopotame, animal d'Afrique, s'est-il retrouvé au beau milieu du continent américain? Pour nous l'expliquer, Popeye nous emmène à Nápoles, l'ancienne hacienda de Pablo Escobar, tout près du village. Nápoles est sa célèbre entrée avec la première avionnette qui transportait la aux États-Unis. Ici, normalement, on ne peut pas filmer. Plante ta caméra, ils vont la voir au point de contrôle. Tu pourras la sortir après. Baisse ta caméra. Les touristes viennent ici pour Pablo Escobar. Le propriétaire ne veut pas en entendre parler. Et pourtant, on est chez lui. Nápoles, c'était le fief de Pablo Escobar. C'est ici qu'a été filmée cette image, la plus célèbre du roi de la Escobar au milieu de ses lieutenants. Aujourd'hui, Nápoles est un parc pour touristes. Il y a 30 ans, c'était un zoo. Pablo Escobar l'avait créé pour ses enfants. Il avait fait venir 15 000 animaux de tous les continents en avion cargo. Accessoirement, au milieu du zoo, il avait caché une piste d'atterrissage, d'où décollaient les avions qui exportaient la Aujourd'hui, la plupart des animaux sont morts ou ont été placés dans d'autres zoos. Restent les hippopotames. Tiens, ça y est, on les voit. Ça, c'est la femelle. Et ça, c'est l'enfant de Pépé, le premier hippopotame du patron. Ces hippopotames, il les a fait venir d'Afrique. Et ils valaient une fortune. 350 000 $ la bête. À l'époque, il y avait 4 hippopotames dans le zoo. Ils se sont reproduits. Désormais, ils sont une 50aine. Dans le parc, ils n'ont plus assez à manger. C'est pour cela qu'ils s'échappent la nuit jusqu'au village. Mais à force de grandir au contact des hommes, ces animaux, considérés comme les plus dangereux au monde, ont fini par être apprivoisés. Aujourd'hui, Nápoles a même une star. Elle s'appelle Vanessa, elle vient quand on l'appelle et elle adore manger des carottes. Les hippopotames, voilà ce que Pablo Escobar a laissé de plus insolite à la Colombie. Mais son principal héritage, c'est bien sûr le narcotrafic. Il n'est pas prêt d'être éradiqué.
Tant qu'il y aura des consommateurs de cocaïne dans le monde, la Colombie en produira.